L'Afrique de l'Est est parcourue par une grande faille, le Rift. Elle s'étire de Djibouti au Mozambique et au Malawi. Dans ces paysages du Kenya, bien sûr, elle n'est pas apparente. Mais elle a façonné toute la géologie de la région et plus largement de la grande zone montagneuse au centre et au sud-ouest du pays. Avec cette faille sont nés de nombreux lacs qui abritent une faune et une flore très riches. Des 1850 espèces d'oiseaux que l'on trouve en Afrique, le Kenya en possède 1030. Le lac Nakuru attire d'énormes concentrations de flamants et d'autres espèces d'oiseaux. C'est également un sanctuaire pour un animal très menacé, le rhinocéros. Ici, un rhinocéros blanc, le plus grand de tous. Le kobe croissant, une grande antilope, ne s'éloigne jamais beaucoup de l'eau. Il y a 12 millions d'années, la croûte terrestre s'est soulevée à la suite d'une remontée des roches depuis le manteau à une centaine de kilomètres de profondeur. Ce soulèvement s'est accompagné d'une intense activité volcanique. Les hauts plateaux existants se sont fracturés, donnant naissance au rift. À l'ouest du mont Kenya s'égrènent les lacs Bogoria, Nakuru, Elementaita et Magadi. La pluie lessive les massifs de lave et les minéraux alcalins se déversent dans les lacs. L'évaporation accélère le processus de concentration de ces minéraux, lesquels permettent aux algues de se développer. Et ces algues constituent la nourriture de base des flamands. Le lac Nakuru abrite en temps normal de 1,5 million à 2 millions d'oiseaux, et parfois beaucoup plus. La veuve à collier d'or a une silhouette très particulière. Ses très longues plumes caudales représentent plus du double de la taille du corps. Deux espèces de flamands cohabitent à Nakuru. Le flamand nain, le plus abondant, et le flamand rose, qui est en fait d'un rose beaucoup plus clair ou même blanc. Il est aussi plus grand. Le lac Bogoria est aussi connu pour ses geysers qui rappellent l'activité volcanique de la région.
Le grand cormoran forme des colonies de plusieurs centaines de couples, mais il se nourrit généralement en solitaire. Ces bouillonnements sulfureux atteignent des températures élevées, une centaine de degrés. Le Kenya est situé de part et d'autre de l'équateur. En raison de la rotation de la Terre sur son axe, le Soleil est au plus haut 2 fois dans l'année, en mars et en septembre. L'évaporation intense qui en résulte produit les pluies. Les températures ne connaissent pas de variations très importantes et n'entravent pas le renouvellement de la végétation. La physiologie alimentaire des flamands est assez particulière. Ils ne peuvent pas ingurgiter le sel qui serait mortel pour eux. Mais leur bec possède des lamelles, dont les interstices sont suffisamment étroits pour empêcher la nourriture de ressortir. L'eau, par contre, est expulsée à l'aide de la langue. Le flamand nain consomme des algues bleu-vertes microscopiques et des diatomées, une autre sorte d'algues. Le flamand rose privilégie les insectes aquatiques, les crustacés et les mollusques. Les deux espèces de flamands se reproduisent dans les lacs du Kenya, mais surtout plus au sud, au lac Natron, en Tanzanie. Le flamand nain construit des nids de boue hors de portée des humains ou des carnivores. Les nids des flamands roses sont bien plus grands. Ils peuvent être faits de boue, mais aussi de pierres liées entre elles avec de l'herbe, des brindilles et des plumes.
Voici un hôte familier des zones aquatiques et marécageuses, la grue couronnée. On l'observe aussi parfois au milieu des zèbres ou des antilopes. Elle attrape plus facilement les insectes qui sont dérangés par ces herbivores. Le pélican gris est l'une des deux espèces de pélicans avec le pélican blanc. L'ibis sacré dans l'Égypte antique était le dieu Thoth, le symbole de la sagesse et l'inventeur de l'écriture. L'oie d'Égypte, contrairement à l'ibis sacré, existe encore en Égypte. C'est aussi un canard très répandu dans les milieux tropicaux. Parmi les techniques de capture du poisson, le grand cormoran pratique la plongée sous-marine. L'aigle pêcheur passe la plus grande partie de la journée sur un perchoir à surveiller le lac. Il y a parfois des voleurs, comme cette mouette à tête grise. L'aigrette garzette chasse en solitaire, des petits poissons, des mollusques, des amphibiens. La ninga d'Afrique est assez proche des cormorans. Il saisit ses proies sous l'eau en nageant. Il les transperce de son bec et ensuite les lance en l'air pour les ingurgiter. Les martins pêcheurs pilles pratiquent le vol stationnaire, puis se laissent tomber dans l'eau.
Le guêpier à tête blanche vit en colonies qui peuvent compter jusqu'à 150 couples. Avec près de 2 mètres d'envergure, l'aigle pêcheur figure honorablement parmi les grands rapaces. Bien sûr, les tourneaux superbes est d'un gabarit nettement inférieur, avec ses 18 cm de long, mais son plumage aux reflets métalliques le rend très attrayant. De son vol puissant, l'aigle pêcheur patrouille sur son territoire. Outre les poissons, il peut s'en prendre aux flamands, des 2 espèces, à d'autres échassiers, aux canards, aux lézards et aux tortues. C'est aussi un pirate aérien. Il vole les proies de ses congénères et celles des hérons, des pélicans, des cigognes et même des martins pêcheurs. Mais l'inverse peut également se produire. L'aigle ravisseur, le bien nommé, s'empare de ses prises assez souvent. Ce type d'attaque, que l'on pourrait appeler une attaque à la cuillère, se pratique sur des proies assez grosses. L'aigle pêcheur projette ses pattes en avant, puis au dernier moment, il les balance en arrière et saisit le poisson avec ses serres. Les nids sont construits sur un arbre ou sur une falaise. Ils peuvent être utilisés plusieurs années de suite. Le héron Goliath, le plus grand des hérons, fait près d'1,50 m de hauteur. Les poissons, les serpents, les lézards et les crabes figurent à son menu. Les acacias bourdonnent d'une vie intense. C'est l'habitat des familles de tisserins. Ils se rassemblent en colonies de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'individus. Les nids sont construits par les mâles très soigneusement, avec des roseaux, des joncs ou des herbes. Ils se composent d'une antichambre et d'une chambre de ponte et de couvaison. L'accès se fait par en dessous, grâce à un tunnel vertical.
Le dessus du nid est particulièrement élaboré, car il doit protéger de la pluie. Chez la grande aigrette, c'est la femelle qui construit le nid. Les hérons garde-bœufs et les ibis sacrés partagent sans problème le même habitat. La grande aigrette est une espèce assez solitaire, sauf pendant les périodes de reproduction où elle peut s'associer à d'autres échassiers. Ces falaises témoignent bien du passé géologique tourmenté de l'Afrique de l'Est. Ce sont des lieux de nidification privilégiés des vautours. Le percnoptère d'Égypte profite des ascendances pour s'élever et gagner ses terrains de chasse. Les falaises, les collines, les plaines et les lacs du Kenya offrent aux oiseaux un environnement particulier auquel ils sont tous très bien adaptés.